Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je pense que je prends le lead sur le PowerPoint. Alors, je vais tout de suite y Tout à aller. fait. Vous avez la main pour ça, je suppose? Oui, c'est bon, Ouais, impeccable. c'est tout bon pour vous? Ouais, Tout va très bien et vous avez donc le temps puisqu'il est juste 14h06. ok. Bon, donc je vais essayer de me tenir au temps imparti. Voilà, je suis obligée de faire la montre. Oui, mais j'allais dire comme les coucous suisses, donc finalement, je reste bien dans le même schéma. Alors, ben voilà, je suis ravie d'être avec vous hein, pour ce début d'après-midi après tous ces aléas épidémiques, si je puis dire. Et puis, ben, je tiens à remercier Laetitia pour sa confiance pour cette introduction du pôle 6. Et puis, d'ores et déjà, voilà, je voulais vous dire que j'étais désolée de ne pas pouvoir rester avec vous pour l'après-midi, mais voilà, j'ai des cours qui étaient prévus. Et puis, je n'ai pas souhaité lâcher ces étudiants qui sont déjà bien en peine d'être à distance depuis un bon bout de temps. Alors, pour cette conférence, eh bien, je vais partager avec vous quelques éléments de réflexion qui sont nourris à la fois d'une expérience d'enseignement d'une dizaine d'années, puisque au tout départ, j'étais enseignante en premier degré, enseignante spécialisée, et j'ai pu exercer dans des structures d'enseignement spécialisées de l'enseignement ordinaire auprès de publics vraiment très, très différents, et à la fois dans le premier et dans le second degré. Mais ensuite, j'ai repris des études autour justement de la question du numérique. Et notamment, j'ai pu soutenir une thèse sous la direction de Charles Gardou à l'Université Lyon 2 autour justement de l'usage du numérique auprès d'adolescents qui présentaient des troubles du langage écrit dans l'enseignement secondaire et pour regarder comment cela leur permettait de compenser ces difficultés. Alors, je continue hein, ces recherches à l'heure actuelle, à la fois, comme l'a dit Laetitia, à l'Université de Genève, mais aussi dans le cadre de l'Université Lyon 2, puisque là, je suis professeure associée, enfin chargée d'enseignement associée, dans le cadre du master référent handicap. Donc, au niveau de la présentation, je vais prendre déjà un cadrage général hein, de cette place du numérique dans le champ de l'éducation pour ensuite me focaliser davantage sur l'expérience des jeunes dans l'utilisation du numérique en essayant de mettre en parallèle ce que l'on sait de ce parcours d'appropriation du numérique dans un contexte de classe et notamment dans un contexte inclusif, pour essayer de tirer des axes de compréhension des types d'accompagnement qui sont proposés ici non pas comme des prescriptions, mais comme une compréhension de certaines conditions qui soutiennent véritablement ce projet de compensation par le numérique. Alors pour commencer, force est de constater, s'il fait encore, hein, finalement, que le développement du numérique dans notre société a ouvert depuis une vingtaine d'années de nouvelles opportunités sur plusieurs pans hein, finalement de la vie, tant du point de vue économique, communicationnel qu'éducatif. L'intégration de ces technologies, qui sont encore qualifiées de nouvelles, mais finalement qui ne le sont plus trop, notamment au sein des établissements scolaires, s'impose de plus en plus comme une réponse à la fois aux transformations sociétales actuelles, mais aussi des réponses auxquelles il va falloir préparer les élèves, tous les élèves, et sans en exclure aucun. Alors, en même temps, hop, je vais vous passer la diapo. Alors, ce numérique s'affiche donc comme de nouvelles possibilités d'apprentissage pour celles et ceux qui sont déclarés institutionnellement à besoins éducatifs particuliers. Alors, elles sont dès lors investies comme de nouveaux moyens qui sont mis à disposition des enseignants pour concevoir, mettre en œuvre et réguler leur enseignement. Nous constatons parallèlement que l'usage du numérique est fortement plébiscité par les instances internationales, comme l'UNESCO, hein, qui en fait la défense depuis bon nombre d'années et qui voit dans le recours à ces outils un moyen supplémentaire de diffuser des connaissances, d'améliorer les pratiques d'enseignement, mais aussi les conditions d'apprentissage au profit d'une école qui se veut plus inclusive, une école que l'on veut qualifier désormais d'une école pour tous. Plus précisément encore, l'Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes ayant des besoins particuliers stipule dans son rapport sur le profil des enseignants inclusifs que l'emploi du numérique et des technologies adaptatives
favorise les approches flexibles de l'apprentissage et apparaît comme une qualification, voire une aptitude qui sont cruciales à développer chez les enseignants. Ainsi, il semble que les environnements numériques peuvent constituer des facilitateurs de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers parce qu'ils leur permettent, et là je cite le rapport, d'accéder à l'information, de communiquer, de tisser des liens sociaux, d'apprendre d'une manière qui n'était pas possible auparavant ou qui n'est toujours pas possible dans la même mesure dans une approche non numérique. Ce cadre-là international étant posé, en tout cas qui dirige après les décisions prises au sein des pays, que nous dit maintenant la recherche? Alors, un certain nombre d'études qui foisonnent depuis un certain nombre d'années sur le sujet montrent que ces technologies qui sont qualifiées dans ce contexte-là, quand elles sont mises au service des élèves à besoins éducatifs particuliers ou des personnes en situation de handicap, ces technologies sont dites capacitantes ou habilitantes, qui est une traduction d'un mot anglais qui n'est pas toujours très heureuse, mais en tout cas, elles sont qualifiées comme telles parce qu'elles secondent ou elles favorisent les capacités du corps humain et elles permettent à ces personnes d'accéder plus facilement et par des voies diverses aux ressources informationnelles, de développer plus largement des réseaux de communication, autant proximaux que distaux. De même, elles permettent de donner voix à celles et ceux qui n'en disposent pas. Elles permettent de profiter de nouvelles possibilités motrices ou encore de recouvrer des espaces identitaires qui jusqu'ici pouvaient faire défaut. En ce sens, et comme le mentionne le rapport de 2019 du Conseil de l'Europe, l'environnement numérique porte en lui un rôle d'égaliseur, à mesure où il multiplie les possibles dans le champ de l'accessibilité. Alors, plus spécifiquement, en ce qui nous concerne ici, l'utilisation des technologies d'assistance, puisque c'est vraiment le chemin que je vais essayer d'emprunter avec vous. Donc, ces technologies d'assistance en éducation, elles relèvent d'un double impératif. D'une part, celui de ne pas tenir les plus éloignés, les plus fragiles, éloignés de la révolution technologique, au seul prétexte qu'ils ont déjà des difficultés et qu'il ne serait pas opportun d'aller mettre encore plus de compétences sur leur dos. Et d'autre part, extraire de ces outils la possibilité de nouvelles mises en œuvre de parcours scolaires inclusifs. Donc, vous voyez, il y a une double tension qui va se jouer auprès de ce type de public. Néanmoins, derrière ces promesses et en marge de cette forte ambition numérique, on s'aperçoit que des tensions naissent, demeurent, des limites, et ces tensions sont mises à jour et elles révèlent que l'usage du numérique en classe ne va pas de soi, qu'il peut être source de difficultés, voire de déconvenues, et poser de forts dilemmes chez les enseignants qui accompagnent les élèves qui bénéficient d'un matériel spécifique à titre individuel ou lorsque ce sont les enseignants qui eux-mêmes en usent pour rendre accessible leur contenu d'enseignement. Alors, diverses enquêtes ont été produites et analysent les freins à cette intégration du numérique en classe, à la fois dans le milieu ordinaire, moins étayé dans le milieu spécialisé. Et ces enquêtes mettent en avant souvent une méconnaissance, voire un manque de formation des professionnels du milieu éducatif. Alors, d'un point de vue du numérique de manière globale, mais plus spécifiquement autour des outils qui facilitent l'accès des élèves aux apprentissages. On parle aussi d'obstacles d'ordre technologique, avec un suivi de la maintenance des outils, des soucis ou des difficultés d'ordre plus financier, sans omettre les difficultés d'accompagnement des élèves et les difficultés d'intégration du numérique dans les pratiques d'enseignement. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'il me semble nécessaire, en tout cas important, de nous interroger finalement sur ce que signifie apprendre du côté de l'élève et enseigner autant du numérique dans la perspective d'une école inclusive. Et donc, c'est le chemin que nous allons essayer d'emprunter en ce début d'après-midi. Alors, si on se cantonne à une approche essentiellement basée sur l'instrument, comme le disait Laetitia en introduction, si on reste centré sur le matériel, sur ses fonctionnalités,
La difficulté, en tout cas le risque, ce serait peut-être de croire que la qualité de l'apprentissage et de ces processus ne dépendrait finalement que du potentiel des ressources numériques qui sont mises à disposition. Or, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas, parce que dans cette perspective, le risque, finalement, et c'est ce à quoi on assiste depuis un certain nombre d'années, c'est le risque, c'est de tendre vers une surenchère des outils proposés. Vous savez qu'il en paraît toujours de nouveaux, de plus fonctionnels, en tout cas qui sont vendus comme tels. Donc, le risque, avoir une surenchère sur ces outils, et sans avoir véritablement la garantie qu'à eux seuls, et au bénéfice de leur caractère qu'on qualifie à ce moment-là d'innovant, ils puissent répondre de manière adéquate aux besoins des élèves, mais aussi des enseignants avec lesquels ils travaillent, et ce, dans la complexité de l'univers de la classe. Donc, ce sont vraiment ces dimensions qu'on va essayer de mettre au travail, c'est-à-dire qu'en est-il, quel est le croisement entre les besoins de l'élève, les besoins des enseignants ou des professionnels de l'éducation qui ont à intervenir auprès de cet élève dans un contexte qui est le leur. C'est pour ça aussi que d'ores et déjà, je voulais vraiment réasseoir auprès de vous que l'idée pour moi ici, ce n'est pas d'entrer dans une idée de bonne pratique qui s'adapterait finalement à quel que soit le contexte, mais vraiment des axes de réflexion. C'est ce qui est porté, ce qui nous est donné de comprendre à l'heure actuelle au niveau de la recherche. Alors, dans ce cadre-là, eh bien, j'essaie de constituer un petit peu un schéma qui va nous permettre de naviguer autour de cette appropriation du numérique par l'élève en concertation, en collaboration avec les professionnels de l'éducation. Alors, on va donc adopter une approche que je vais ici qualifier d'anthropocentrée, c'est-à-dire qu'on va mettre au centre les acteurs, les utilisateurs, les prendre en considération. Et donc, on va s'interroger autour de la manipulation de l'outil par l'enfant, mais aussi par les enseignants, tout en tenant compte aussi des dimensions contextuelles, situationnelles, auxquelles je vais souvent me référer, qui influencent de manière positive ou négative l'usage du numérique en classe. Quand je parle du contexte, je suis vraiment sur une grande échelle, un contexte qui va se jouer au niveau de l'établissement, de l'histoire de l'établissement, comme on va pouvoir aussi le considérer à l'échelle de l'élève, de son parcours, d'où il vient, où il veut aller. Et quand je vais parler de situation, je vais davantage me pencher sur ce qui se passe au moment où on est en train de faire usage du numérique, en fonction de la discipline, en fonction de l'activité, de la tâche qu'il y a à accomplir et des attendus de l'enseignant et des projections de l'élève. Vous comprendrez dès lors que l'enjeu de ma démarche, elle est de mettre à jour la complexité et les tensions qui s'opèrent dans différentes situations d'usage du numérique en classe et comment, à partir du repérage de celles-ci, peuvent émerger finalement des pratiques professionnelles enseignantes susceptibles de soutenir cet usage du numérique en classe par les élèves à qui on a attribué des outils numériques, ou en tout cas des élèves pour qui on pense que ça peut être véritablement un point d'appui dans leur parcours. La perspective est que les technologies numériques n'aillent pas à l'encontre du bénéfice de celles et ceux qu'elles doivent servir, mais plutôt qu'elles deviennent des vecteurs des compétences de développement des compétences de chacun. Donc, quand on est du côté des enfants ou des jeunes, bien évidemment dans les compétences en lien avec les attendus scolaires, et chez les enseignants, le développement de compétences en lien avec les gestes professionnels et ceux qui sont accompagnés du numérique notamment. Ainsi, si nous nous plaçons du côté de l'élève, un certain nombre de questions vont pouvoir surgir. Finalement, comment il s'approprie cet outil numérique, comment il peut en tirer bénéfice dans ses apprentissages selon le contexte, selon les situations proposées. Et lorsqu'il s'agit d'un outil de compensation, est-ce que finalement chaque élève parvient facilement à l'accepter ou pas? Et de quoi dépend cette acceptation de l'outil? Si on adopte l'autre point de vue, celui des enseignants, d'autres interrogations peuvent encore émerger. Comment intégrer une technologie dans sa culture d'enseignant, dans sa propre pratique professionnelle? Comment adapter, ajuster ses pratiques pour répondre aux besoins de l'élève tout en prenant appui sur ces aides numériques?
quels seraient les gestes pédagogiques qui servent cet usage, jusqu'où faut-il adapter avec ce type d'outils, et qu'est-ce que l'on perdrait à encourager l'usage du numérique chez des élèves qui sont reconnus déjà fragiles. Alors, la liste des questions pourrait bien évidemment s'étendre bien au-delà, et elle montre combien la progression des technologies dans nos lieux d'éducation exige cette réflexion et appelle ce que je nommerai ici un usage en conscience. Dès lors, afin de partager avec vous quelques axes d'analyse et de réponse à ces questions, on va, comme je vous le disais, emprunter le chemin de l'expérience de l'utilisateur, concept qui donne à voir la qualité de l'interaction entre l'utilisateur et sa machine, en considérant particulièrement ici l'outil numérique comme une technologie d'assistance. En mettant en lumière l'expérience de l'élève, on va envisager les incidences et les implications que cela réclame de la part des professionnels de l'éducation et plus spécifiquement de la part des enseignants. On va prendre appui sur un modèle qui est celui de Malké, qui dépeint cette expérience avec 3 dimensions qui donnent à prendre en compte. Celle qui a trait à l'efficacité, à la perception de l'efficacité du matériel, celle qui est en lien avec les aspects symboliques que le matériel porte et que l'utilisateur lui donne, et enfin toutes les réactions émotionnelles qui émergent des deux dimensions précédentes. Alors, nous allons commencer tout d'abord par ce qu'on appelle ici l'acceptabilité pratique. On sait en effet qu'un élève, mais je vous dis élève ici, mais on pourrait mettre tout utilisateur, va utiliser un outil numérique dans la mesure où tout d'abord, il jugera que l'outil est utile pour lui, qu'il en tire des bénéfices, en bref, qu'il a quelque chose à y gagner, compte tenu de l'effort que pourrait réclamer la prise en main et l'appropriation de cet outil. Dans le cadre d'une attribution à titre individuel, plus spécifiquement, il apparaît, au regard des expériences que l'on conduit auprès des jeunes, que la prise en compte du point de vue de l'élève quant à l'intérêt d'une aide numérique apparaît comme une première condition de son usage. Pour les professionnels, du coup, et pour les parents qui accompagnent l'introduction de cet outil dans l'environnement du jeune, cela revient, en termes de préoccupation, d'anticipation, voire de gestes professionnels, à s'assurer que l'élève est bien associé au projet de compensation dès ses prémices, qui lui est donné l'opportunité d'être partie prenante, voire décisionnaire de ce projet. Quand je fais le distinguo entre partie prenante et décisionnaire, c'est qu'en fonction de l'âge de l'enfant au moment où on décide du projet de compensation, c'est vrai que l'enfant, des fois, ne possède pas toutes les clés pour poser concrètement son choix et dire oui, ça peut m'être utile, ça je veux, ça je le veux pas. Mais en tout cas, le fait de le tenir informé est déjà un moyen de le mobiliser et de le prendre en compte dans le cadre de ce projet. Ainsi, l'inclure dans le choix du matériel envisagé, déterminer avec lui les modalités de sa mise en place, mais aussi ouvrir des espaces d'expression, de compréhension des freins et leviers rencontrés. Si je vous dis cela, c'est que lorsque la mise en place se fait, il y a, comme je vous disais, il n'y a pas d'évidence, il y a des obstacles qui peuvent se poser, et les familles, comme les jeunes, n'ont pas toujours les interlocuteurs en face pour pouvoir véritablement poser les difficultés qu'ils rencontrent. Donc, prévoir ça à l'initiale du projet, se dire, voilà, à un moment donné, qui va faire référence, qui va pouvoir prendre cette parole-là, en tenir compte et puis peut-être transmettre les informations nécessaires au sein du dispositif, peut être un élément qui va être intéressant. Donc, essayer d'avoir ces espaces d'expression, de compréhension, de freins, des leviers rencontrés, mais aussi identifier et faire évoluer les aides qui vont, au fur et à mesure, se déployer autour de ce projet. Voilà, tout un tas de moyens, finalement, pour asseoir le sens de cette compensation numérique. Et, hop, là, j'avais oublié de vous passer la diapo, et engager une prise de responsabilité de l'élève susceptible d'avoir une forme d'autonomie via cette prise en compte de son opinion et le fait véritablement de pouvoir le faire travailler autour de ce projet de compensation. Voilà, donc pour ce qui est de l'acceptabilité pratique, on a une dimension qui est en rapport avec l'utilité.
Mais on a une deuxième dimension que l'on peut considérer, c'est celle que je nomme ici l'utilisabilité, toujours en prenant le schéma de Malky. Alors, on peut considérer ici l'utilisabilité sous plusieurs angles. Le premier que l'on va regarder, c'est celui qui mène à la prise en main concrète du matériel, à son appropriation, voire son automatisation afin que celui-ci fasse partie des outils de son environnement d'apprentissage, comme le serait un stylo, un cahier d'exercice. J'ouvre une parenthèse. Dans les discussions qu'il y avait autour justement de la prise en main de ces outils, il y avait un certain nombre dans la recherche que j'ai conduite en tout cas, un certain nombre d'enseignants qui s'interrogeaient quant à la manière dont les jeunes pouvaient s'approprier le matériel, y intégrer par moments des logiciels ou des photos personnelles, changer les bureaux, enfin bref, en faire un outil qui pour eux le détournait des exigences scolaires, en tout cas qui le rendait plutôt plus attrayant, mais moins scolaire, en tout cas dans les définitions qui étaient données. Et dans les discussions avec les parents, une des mères d'élèves a signifié un jour, mais je ne comprends pas pourquoi il y a tant de réticence à freiner cette appropriation du matériel, puisque regardez, quand au tout départ de l'année, on emmène les enfants ou les jeunes bien acheter une trousse, acheter les stylos, vous voyez bien qu'ils font des choix de couleurs, ils font des choix d'ergonomie, et c'est ça qui fait aussi que l'outil devient leur. Hein, il y a une dimension qui leur est personnelle. Donc on peut se poser cette question du chemin qui s'établit entre l'enfant et son outil et quelle marge de manœuvre on laisse à cette appropriation un peu plus symbolique. En tout cas, cette appropriation, elle est faite en sorte, en tout cas, pour que ça entre vraiment dans les outils familiers du jeune. Elle instille aussi une nouvelle forme d'hétérogénéité dans la classe. On s'aperçoit que finalement, avoir cet outil dans la classe, eh bien, ça ne va pas de soi et ça va nécessiter du temps. Et pour que cet outil devienne l'outil de l'enfant, eh bien, il y a un temps qui va être plus ou moins long en fonction des élèves, mais pas, quand je dis en fonction des élèves, c'est de leurs connaissances et leurs compétences du numérique, mais aussi de l'accompagnement dont ils vont pouvoir bénéficier et des conditions d'usage qui leur sont offertes. Il s'agit donc ici pour eux d'acquérir des savoir-faire technologiques, d'être capable de faire usage du matériel, et ce, en fonction des conditions d'apprentissage données et des exigences posées par les enseignants, mais aussi de faire face aux problèmes et contraintes qui sont d'ordre logistique, matériel, inhérentes à certains outils. Alors, en fonction du type d'outil, j'imagine que vous connaissez déjà ces quelques difficultés pour des jeunes qui ont du matériel à titre personnel. On pensera bien évidemment au poids de sortir certains ordinateurs, mais aussi à tout ce qui a rapport avec le transport, quand on a ça plus le reste, donc le transport entre école et domicile, mais au sein même de l'établissement, de classe en classe, aux nécessaires points d'alimentation électrique, sans parler de ce qui a trait à la maintenance, et puis ce qui a trait aussi à la place que l'on octroie à l'enfant dans la classe, quand à un moment donné, eh bien justement, avoir du numérique, c'est aussi, est-ce qu'on garde que le numérique? Est-ce qu'on a en plus des cahiers, des classeurs, des livres qui vont venir se juxtaposer et prendre de l'espace dans la classe? Donc, dans le soutien à cette appropriation, les enseignants travaillent, quand cela est possible, avec d'autres enseignants, mais aussi des professionnels, tels que les ergothérapeutes quand il y en a, ou en collaboration avec des AESH. L'enjeu ici, dans cette utilisabilité, dans ce chemin du jeune vers son outil, c'est d'organiser une prise en main progressive pour éviter que le coût de l'utilisation soit supérieur aux bénéfices retirés.
Ainsi, déterminer par quelle discipline commencer la mobilisation de l'outil, pour quel type de tâche, prévoir et aménager un temps qui sera mis à disposition en classe ou hors classe, faire évoluer cette fréquence d'usage en fonction des besoins de l'élève et de son aisance dans la manipulation de l'outil, peuvent s'avérer des axes de soutien qui seront ici non négligeables. Enfin, l'élève tirera parti de son outil numérique, dans la mesure où celui-ci sera utilisable, et là on est dans le contexte d'usage pour lequel il est prévu, c'est-à-dire que les fonctionnalités de l'outil sont exploitables dans la situation d'usage prévue et pour effectuer une tâche demandée. Alors, j'essaye de vous donner un exemple pour cela, qui est souvent mis en avant, mais qui montre bien un peu les hiatus de certaines situations. On sait que, par exemple, utiliser une reconnaissance vocale dans un cadre collectif de classe n'est que peu réalisable, et que, comme la fonctionnalité d'outil n'est pas possible dans cette situation de classe, eh bien, qu'est-ce que l'on fait? On va essayer de trouver des mesures pour quand même pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité de l'outil, c'est-à-dire qu'on va reléguer l'enfant dans une salle annexe pour qu'il puisse utiliser son outil durant cette tâche-là, soit on va plutôt reléguer l'outil à l'espace du domicile. Donc vous voyez ici qu'on voit que l'utilisation d'un traitement de texte par reconnaissance vocale n'est pas toujours fonctionnelle selon la situation dans laquelle on plonge l'élève. De la même manière, si on a un élève qui utilise un traitement de texte et qui n'a pas une vitesse de frappe qui est suffisante pour accomplir une tâche dans le temps imparti, eh bien on sait très bien que cela entraîne quelquefois chez l'enfant une nouvelle bascule vers un travail manuscrit, aussi coûteux soit-il pour lui. Et ça peut entraîner aussi chez l'enseignant qui le suit une modification du degré d'exigence de la tâche au prétexte de favoriser l'appui du numérique si on le prend dans le sens contraire. Donc cela pose aussi la question pour les enseignants de l'accessibilité des supports de travail, de leur existence en version numérique, mais aussi de leur existence dans un format qui soit adapté afin de permettre à l'élève de s'en servir sans difficulté avec ses propres outils. Dans cette perspective, l'anticipation des situations d'usage par les enseignants s'avère pour le coup prépondérante. L'organisation sociale de la classe, l'aménagement des espaces, du temps, l'entente sur les modalités de transmission des travaux, que ce soit par mail, via l'ENT ou via des clés USB qui seraient dédiées, eh bien, tout cela peut se faire de manière soit synchrone, soit asynchrone, mais sont autant de vecteurs de l'aménagement des conditions d'apprentissage et d'usage des technologies d'assistance dans un contexte de classe. Donc, vous voyez ici combien les réflexions autour de l'utilisabilité sont aussi des maillages complexes avec lesquels, finalement, on doit pouvoir composer pour dresser un parcours qui soit acceptable à la fois par le jeune qui utilise ces technologies d'assistance et puis par les professionnels qui l'accompagnent. Alors, une fois l'acceptabilité pratique envisagée, eh bien, nous avons une autre dimension appelée ici l'acceptabilité sociale, qui est une deuxième dimension de l'expérience utilisateur. Alors, cette acceptabilité sociale, elle s'ancre dans les perceptions subjectives de l'élève. Elle se base très souvent sur les expériences vécues antérieurement par le jeune dans ses premiers contacts avec le numérique. Et chacun sait qu'elles peuvent être autant heureuses que difficiles, voire douloureuses. Ces perceptions, elles sont aussi faites du sens que l'élève attribue à l'outil et son usage, tant d'un point de vue pratique, comme on l'a vu, mais aussi d'un point de vue symbolique. J'entends par là que si le recours au numérique ne s'inscrit pas dans des objectifs clairs d'apprentissage, dans une logique de parcours de formation, on s'aperçoit que l'élève aura de plus fortes tendances à renoncer à l'emploi du numérique. Par exemple, dans un des suivis aussi, dans la recherche que j'ai pu faire d'une élève qui était en 3e et qui présentait une forte dyslexie, donc je la suivais, elle était dans le fond de la vallée de la Tarentaise dans un établissement,
Et elle bénéficiait donc d'un outil numérique pour la soulager au niveau du langage écrit et refusait clairement de l'utiliser, et notamment en classe et très peu finalement à domicile. Et elle expliquait qu'elle ne comprenait pas ce à quoi ça lui servirait, puisque elle se destinait à l'élevage caprin. Et elle expliquait que pour elle, l'effort à fournir pour s'emparer du numérique n'avait pas de raison d'être dans les projections, en tout cas, qu'elle avait dans sa préparation à son métier futur, en tout cas de la manière dont elle l'appréhendait. Alors, ainsi, dans une démarche d'accompagnement à l'usage du numérique, les objectifs d'usage sont à déterminer, à clarifier auprès de l'élève lors de l'attribution du matériel, mais pas simplement. Aussi, ils sont à rappeler et à déployer tout au long de l'année scolaire dans les différentes situations rencontrées, de manière à ce que l'élève perçoive l'intérêt de cet usage. Et parce que penser que l'outil à lui seul susciterait motivation et engagement, c'est souvent à l'heure. On le trouve au départ, pas pour tous d'ailleurs, mais ça peut s'épuiser avec l'effort à fournir. Donc, passer l'effet de nouveauté, c'est souvent l'objectivation, l'engagement qui prendra le relais. Par ailleurs, d'un point de vue symbolique, l'appui sur le numérique en classe peut autant être considéré par l'élève comme un faire-valoir, un fer de lance dans les apprentissages, qu'il peut devenir pour lui aussi stigmatisant, voire le signe de sa déficience. En effet, il y a des études qui montrent de manière saillante que l'octroi du matériel numérique, dans la perspective d'un usage à titre individuel, peut être pour lui un marqueur de différence mal toléré. En effet, que ce soit l'ordinateur ou l'iPad, ça peut devenir pour certains d'entre eux des attributs visuels affiliés à l'élève, des attributs qui symbolisent ses difficultés, voire ses troubles. Pour certains d'entre eux, cette visibilité du trouble par le matériel entraîne une forte crainte de la stigmatisation quand ce ne sont pas bel et bien des manifestations claires de dénigrement, de moquerie de la part des autres élèves qui sont effectives et qui paraissent dans le quotidien de la classe. Cela revient à dire pour les professionnels qui accompagnent que l'instauration d'un climat de classe empreint de respect de l'autre, de considération, apparaît comme une nouvelle condition d'usage des technologies d'assistance dans le cadre de la classe. Le discours, les valeurs portées au sein des établissements et des classes par les enseignants et par tous les professionnels de l'éducation sont a priori des pierres angulaires du projet de compensation. De même, nous savons que c'est la variabilité et la flexibilité des pratiques professionnelles dans les modalités d'enseignement qui contribue aussi à finalement à rendre la diversité un peu commune, l'extraordinaire d'un aménagement ou d'une adaptation, et bien finalement ordinaire, et par conséquent, les aménagements pédagogiques qui seraient déployés pour l'un sont finalement compréhensibles et acceptables par tous, permettant une juste articulation entre les besoins individuels et les besoins collectifs. Ainsi, par la présentation de ces quelques éléments, vous comprendrez avec moi que derrière cette accessibilité numérique, il y a ou se tapissent des conséquences d'usage qui, sans nul doute, modifient, voire redéfinissent certaines pratiques professionnelles. Si on ne les prend pas en considération, c'est l'élève, on le voit et on le remarque au travers des diverses expériences, qui devra seul endosser la charge de l'introduction de l'aide numérique en classe. Les efforts et les nécessités d'adaptation que cela génère, notamment pour des élèves qui connaissent déjà des parcours scolaires difficiles, voire chaotiques, conduisent très souvent à des renoncements d'usage qui réduisent à néant les possibilités de soutien qui étaient promises. Donc la trajectoire complexe de l'appropriation du numérique s'inscrit bien au cœur des conditions d'usage orchestrées par l'établissement scolaire, mais aussi par chaque enseignant dans ses cours. Alors, comme je vous le disais, il ne s'agit pas pour moi de vous dresser un ensemble de prescriptions qui s'alimentent déjà à toutes celles que vous avez, mais ni de dresser une liste de bonnes pratiques qui seraient comme des passes, qui permettraient d'ouvrir finalement toutes les portes des projets de compensation. Par contre, je pense que nous pouvons extirper de ce chemin d'appropriation des axes de réflexion qui sont susceptibles d'alimenter, voire d'étayer des démarches professionnelles, et plus particulièrement des démarches d'enseignement dans une perspective inclusive. Le premier plan que je vous soumets relève de la dimension sociale de l'usage du numérique en classe. Lorsque la réponse aux besoins particuliers des élèves conditionne son seul emploi en classe,
les risques de marginalisation de l'élève s'intensifient. Donc une vulgarisation de l'usage dans une offre diversifiée de pratiques, une mise à disposition de ressources numériques mais pensées pour tous au sein de la classe voire de l'établissement semble a priori un atout important. Cet usage ne se départira pas non plus du travail autour du sentiment des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et quand on parle de sentiment d'appartenance, c'est se sentir reconnu, être reconnu des autres et se reconnaître dans le groupe, sans lequel le recours au numérique, eh bien, dans ces cas-là, risque aussi d'être restreint. D'un point de vue pédagogique et didactique, soutenir l'usage du numérique en classe à travers des activités qui mobilisent de manière efficiente et progressive l'outil permettront certainement aux élèves d'expérimenter et d'évaluer combien le recours au numérique leur permet de monter aux compétences. Et ça aussi, c'est un élément qui nous semble pertinent pour poser les jalons d'un usage qui ne s'arrêtera pas aux seules portes de la formation. Parce que là aussi, dans les parcours que l'on peut étudier de ces jeunes, et là actuellement je mène une recherche justement sur ceux qui sont en sortie de formation initiale et qui s'engagent dans la vie professionnelle, eh bien, pour bon nombre d'entre eux qui ont travaillé pendant des années autour du numérique dans le champ scolaire, eh bien, ces appuis sont relégués, ils ne l'utilisent plus. Alors, certes, il y a des chemins professionnels qui ne sont pas évidents, dont ils ne peuvent pas tirer parti, mais pour eux, ça reste cantonné à, finalement, c'était pour faire les choses de l'école et non pas capitaliser, monter en compétences par rapport à un avenir dans le champ plus professionnel. Donc, recourir au numérique, c'est aussi contractualiser l'aide mise en place. Et là, je mets le doigt avec vous sur un nouveau hiatus aussi qui peut apparaître entre les aides qui existaient avant que l'outil arrive en classe et celles qui devront du coup perdurer malgré tout, et celles qui vont petit à petit s'effacer parce qu'on s'aperçoit aussi d'une forme de concurrence des aides. C'est-à-dire, on mettait en place des aménagements pédagogiques, on ne les met plus en place parce qu'il y a du numérique. Alors, finalement, qu'est-ce qui permet véritablement à l'élève d'acquérir de l'autonomie et qui lui permettent véritablement d'entrer sans trop de difficultés dans son parcours scolaire? Les concurrences qu'on peut rencontrer aussi, c'est entre ce que l'élève peut faire sur l'outil numérique et la présence de l'AESH. Est-ce qu'elles se maintiennent? Est-ce que finalement l'AESH eh bien, prend en main un certain nombre de tâches au point que l'élève n'a plus d'intérêt à utiliser du numérique? Donc vous voyez, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Ensuite, un autre point que je voulais aborder, c'est celui d'un point de vue pédagogique, la question de l'évaluation qui reste bien évidemment aussi brûlante. Les questions autour de quel regard porter sur une activité qui est médiée par la machine. Est-ce qu'à utiliser le numérique, on renonce à l'acquisition de certaines compétences? Est-ce qu'il faut véritablement renoncer à ces compétences? Est-ce qu'il faut continuer de les travailler? Et c'est peut-être là que s'ouvre un champ d'innovation, si je puis dire, autour de la réponse aux besoins des élèves. Est-ce qu'il faut les préserver grâce au numérique? Est-ce qu'il faut aider à persévérer et à quel prix? Est-ce que finalement il faut développer de nouvelles compétences outillées qui exigeraient finalement une visée à long terme au-delà du simple parcours scolaire? Ainsi, pour terminer cette introduction, et je crois que je suis vraiment dans les temps, je voulais... Laetitia, oui, c'est bon? C'est très bon. Ah, bravo. Alors, je voulais juste joindre à ce propos une image utilisée par Éric Delassus. Il signifie que le médecin, pour être médecin, ne doit pas simplement maîtriser une technique. Il doit aussi être animé par le désir éthique de soigner et, si possible, de guérir. Alors, moi, je me dis, finalement, quelles sont donc pour chacun d'entre nous nos intentions lorsqu'on utilise une aide technologique en présence et avec des élèves à besoins éducatifs particuliers? Ça peut être aussi un champ de réflexion qu'il est utile de se poser. Toutefois aussi, la technique, elle n'est jamais neutre, et c'est une erreur de croire qu'en faire utilisation sans connaissance précise et en étant animé juste de bonnes intentions suffira à produire des effets bénéfiques. Donc, penser les usages dans ses fondements et ses conséquences au travers des pratiques professionnelles qui suscitent
paraît bien évidemment incontournable. Et les questions fondamentales que je vous lègue ici restent encore celles-ci. Hein. Comment mettre en place des conditions qui permettront à l'élève de réaliser les capacités dont il est doté? Et ça, c'est encore un chemin qui reste au travail. Est-ce qu'il s'agit finalement d'utiliser le numérique comme une nouvelle voie pour faire entrer dans le giron de la norme et de la normalité, quiconque s'en écarterait, qui est une façon d'appréhender les troubles d'apprentissage qui questionnent, ou est-ce que c'est faire plutôt en sorte que les élèves les plus fragiles puissent être en mesure d'habiter au mieux leurs conditions et de contribuer à leur faire profiter des ressources pour accéder et occuper leur place dans un environnement qui nous est commun. Donc, je vous laisse aux prises de ce questionnement et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Vanessa pour cet exposé vraiment très intéressant et très clair. Alors, je ne sais pas si ça a suscité des questions parmi les participants. En tout cas, mon collègue Hervé Lippe a plein de questions, donc je vais lui donner la parole tout de suite pour qu'il puisse démarrer le questionnement. Et n'hésitez pas, si vous en avez, vous faites signe et vous intervenez. Allez-y. Donc, bonjour, merci pour cette intervention. Vous avez parlé de contexte dans l'usage des outils numériques. Autant il y a le contexte scolaire, mais le contexte examen est autre. Donc, une habitude scolaire peut être tout à fait positive et s'avérer performante pour un jeune. Pour autant, en situation d'examen, le timing, le contexte, le stress et beaucoup d'autres paramètres peuvent le mettre en échec. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que du coup, le fait de proposer des outils numériques aux examens pour des jeunes, ce n'est pas un risque? Alors, je prendrais le problème autrement. C'est-à-dire que la question qui peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'au moment où un jeune est en examen, il n'arrive pas à tirer parti des outils dont il tire bénéfice habituellement. Donc là aussi, hein, ce sont on va dire sur le terrain des questionnements que nous avons eus, parce qu'on voyait, alors c'est peut-être pas ce que vous avez en tête, hein, mais en tout cas dans les expériences que l'on a eues, c'est qu'on voyait que les jeunes utilisaient leur outil, en tout cas les enseignants les interpellaient pour les mettre au travail autour de l'outil, dans des conditions très adaptées ou à domicile, justement pour avoir le temps d'eux, pour justement avoir les bonnes conditions pour. Et à chaque fois qu'il y avait des évaluations qui étaient faites durant l'année, eh bien, on rebasculait soit avec, par exemple, l'intervention de l'AESH, soit on laissait l'outil de côté. Parce que même le jeune, des fois, disait « Oui, mais non, mais pour l'examen, je ne peux pas. Je peux pas », comme s'il y avait cette difficulté de maîtrise et à tout concevoir en même temps. Alors, moi, je serais plutôt du parti que plutôt que de remettre en cause l'utilisation des outils qui, a priori, si on les a donnés et si on a accompagné ces élèves et qu'ils en ont une maîtrise qui leur permet vraiment d'exprimer leurs compétences, ce serait quand même un peu paradoxal de les enlever au moment où justement on évalue leurs compétences. Donc la question de l'accompagnement, c'est-à-dire ce qui va se faire tout au long de l'année, et de travailler le passage à l'examen, hein, c'est-à-dire en fonction des tâches, le temps qui est imparti, comment on distribue ce temps, comment justement on fait face à la pression, questionner l'automatisation aussi de certains gestes, bref, tous ces accompagnements très techniques qui sont à la fois dans la gestion du matériel, mais aussi la gestion du temps. Et vous voyez, on revient aussi sur cette perception et les émotions dont je vous parlais au tout départ. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes aussi qui ont l'impression de ne pas maîtriser vraiment le sentiment de compétence dont on discute, hein, vis-à-vis des disciplines, en fonction des activités que l'on mène, elles sont aussi valables et déployables pour le numérique. Dans quelle mesure je me sens véritablement en capacité de fournir quelque chose qui sera plus opérant quand je prends appui sur mon appareil plutôt que quand je suis par exemple sur une trace manuscrite. Et ça aussi, quand je vous parlais de monter en compétence, ce n'est pas simplement d'un point de vue aussi très cognitif, mais je pense que l'aspect métacognitif et la prise en main, la prise de responsabilité, la conscience de ce que j'arrive à faire avec mon outil sont certainement des jalons à poser tout au long de l'année pour qu'à l'examen, finalement, on soit dans des conditions qui nous sont connues
et qu'on a rendu favorable. Alors bien évidemment, après, tout enfant n'échappe pas à ce qui est au fait que quand on arrive à l'examen, les enjeux sont forts, on va être stressé et qu'on pourrait perdre les moyens, mais j'allais dire, comme tout à chacun, mais plus on aura préparé ça en amont, plus ce sera efficace le jour J, à mon avis, pour éviter justement de remettre en cause, parce que si jamais ça a été pensé comme étant utile, quel dommage que de l'enlever le jour de l'examen. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, merci beaucoup. Du coup, je vois que l'auditoire reste assez discret. Donc, du coup, j'en profite pour une deuxième question. Je ne veux pas quand même prendre la parole pour tout le monde. Alors, ben, il y a une question du coup. L'usage du matériel est plus complexe dans certaines disciplines, par exemple mathématiques ou physique-chimie. Mm. Alors oui, alors je pense que, enfin, du coup, j'ai vu, c'est Marie-Pierre, hein, je crois, qui prenait la parole. Oui. Alors j'imagine que quand vous évoquez ça, vous parlez de l'histoire des formules à inscrire. Oui, voilà. Alors là, effectivement, c'est vraiment, alors je vais dire croix et bannière, mais il y a des applications qui arrivent maintenant et qui peuvent être intégrées notamment dans Word. Alors là, en tête, je ne les ai pas, mais on a travaillé dessus récemment pour une jeune, justement, comment dire, qui a eu un accident avec une avalanche et du coup, qui a perdu toutes ses motricités et qui a dû passer par le numérique et qui a entamé une formation d'ingénieur. Et donc, tout ce qui avait rapport avec les écritures mathématiques ont posé souci. Et donc, sachez qu'il existe des logiciels qui permettent justement d'avoir comment dire, tous les sigles mathématiques sans essayer de trouver des chemins de traverse qui sont plus ou moins favorables. Si vous êtes intéressé, je pourrais les redemander. Je ne les ai pas en tête, mais je sais que je les ai. Dans le chat, il y a Ouais. Studi. Studi, effectivement, hein, c'est à l'origine de ce qui est devenu le cartable fantastique, mais qui est développé parallèlement. Et à l'Université de Toulouse, à l'IRIT, il y a Andy McKay qui a été développé notamment pour les gens qui ont des problèmes moteurs. Ouais. C'est un clavier spécifique qui permet, avec des touches raccourcies, avec un clavier simplifié, d'intégrer des fonctions mathématiques. Donc, Ouais. il a été développé pour des gens qui travaillent dans le milieu de l'informatique et qui ont ces besoins-là. C'est un outil qui est gratuit. Ouais. Voilà, pour poursuivre le cartable fantastique, je me pose la question si on a vraiment un éventail suffisamment large, parce que je sais que pour la jeune qui était dans l'école d'ingénieur, il manquait des Non, choses. peut-être parce que c'est le niveau lycée, mais peut-être que la personne qui pose la question est au niveau lycée. Pour le niveau lycée, en général, ça suffit. Dans Studi qui a été mis dans le bar, les profs de lycée l'utilisent avec des BTS, par exemple, sans difficulté. Est-ce qu'on aurait une dernière question ou je laisse la parole à Hervé qui en a encore 12? J'avais une petite question pour Vanessa. J'ai bien compris, hein, tu as parlé aussi dans ton intervention, donc la partie professionnelle. Hein, donc moi, pour moi, c'est une partie effectivement qui est un petit peu plus compliquée effectivement, hein, pour nos jeunes. Mais notamment la certification PIX, tu vois, va pouvoir maintenant pour nos jeunes dans le milieu professionnel, ça va être quand même un plus, tu vois, pour que ces jeunes-là aient des reconnaissances, tu vois, en termes de compétences numériques. Donc ça, c'est aussi une vraie avancée aussi. Hein. Ouais. J'abonde. Alors, il y a eu un message, donc c'est un logiciel aussi pour les mathématiques que Marina Petit met pour tout le monde. Vous pouvez prendre la parole, je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas accès. Non, parce qu'il y a webly.com, je ne connais pas. Ah oui, si, c'est Studi, oui, d'accord, ok. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de remercier vivement Vanessa et puis de la laisser repartir avec ses étudiants qui ont besoin d'elle, mais on aura certainement d'autres occasions de nous retrouver et d'échanger. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez permis vraiment de poser le cadre pour la continuation du travail qu'on va mettre en œuvre maintenant. Et bonne continuation. Voilà. Merci. Bel après-midi à tous et puis au plaisir de vous retrouver.